Allez, nouvelle table ronde à suivre. Son titre, nouveaux usages et nouvelles installations. Comment éviter la saturation du réseau électrique? La transition énergétique, on le sait, va bouleverser nos systèmes électriques. Les besoins et les contraintes du réseau seront définis par l'électrification des usages, le développement des énergies renouvelables et les nouvelles technologies. Alors, comment anticiper et répondre à ces défis pour éviter la saturation tout en saisissant les opportunités? Éléments de réponse à suivre avec nos internautes et intervenants. J'invite à me rejoindre Régis Ledrezen. Je vous invite à vous mettre sur la table tout au bout. Régis Ledrezen, délégué général de Think Smart Grids, une association professionnelle qui représente la filière française des réseaux électriques intelligents. Et comment parler des réseaux sans Enedis? Nous rejoint Thomas Fraioli, directeur régional Bourgogne de Enedis. Je vous invite à vous asseoir à cette table si vous voulez bien. Vous allez nous détailler les investissements d'Enedis sur le réseau. Et on va parler d'électrification croissante avec vous. Et enfin, on accueille pour parler d'un projet qu'on va découvrir à la fin de nos premiers échanges, un projet de train du futur. C'est le projet Ecotrain, un projet de train léger et autonome qui fonctionne à l'énergie solaire. On en parle à Philippe Bourguignon, le fondateur d'Ecotrain. Merci d'être avec nous. Et on devait avoir également avec nous Hélène Gassin, la présidente de Negawatt. Malheureusement, elle nous prie de l'excuser de son absence. Hélène Gassin a eu des problèmes de transport, donc elle n'a pas pu se rendre jusqu'à nous. Alors, nous allons néanmoins commencer à aborder cette question. On va d'abord s'intéresser aux nouveaux usages, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Thomas Fraioli, je commence avec vous si vous le voulez bien. Quels sont ces nouveaux usages qui vont se développer de plus en plus? On pense inévitablement à la voiture électrique, mais pas seulement. Alors, bonjour à tous. Alors, permettez-moi d'abord de remercier Jean-Noël Loury pour cette invitation, pour ces deuxièmes assises consécutives pour moi. L'activité d'Enedis croît depuis 3 ans de 20% par an. Et cette activité, elle est portée par le raccordement principalement. Et ce qui porte cette activité, et en particulier dans le Lyon et en Bourgogne, c'est le raccordement des énergies renouvelables. Donc on en a beaucoup parlé, c'est énorme. Et le raccordement ce qu'on appelle des infrastructures de recharge de véhicules électriques, mais pas que, vous l'avez souligné. On a aussi le raccordement, ou plutôt la modification du raccordement de toutes les installations qui accueillent des pompes à chaleur, puisqu'on a un grand développement des pompes à chaleur, même s'il tend un peu à se réduire en ce moment. Et notamment, on l'observe aussi, et ça c'est au niveau français, et ça pèse énormément, c'est le raccordement des data centers. Voilà, ça pèse énormément en termes de soutirage, parce qu'on distingue, vous savez, soutirage et injection. Ça paraît évident pour tout le monde aujourd'hui, mais je voudrais rappeler, pendant des années, enfin depuis 46 et avant, les électrons allaient que dans un sens. Depuis quelques années, ils vont dans les deux sens. Et ça ne se fait pas comme ça. Enfin, c'est pas naturel. Voilà. Oui, on va en parler important de le instants. souligner parce que ça nécessite à chaque fois des adaptations, des renforcements, des installations nouvelles. Voilà, donc on est face à ce qu'on peut appeler très concrètement une massification des usages électriques, donc des usages de plus en plus nombreux, et il faut s'y adapter. Régis Ledrezen, comment on accompagne cette électrification massive et quel rôle peuvent jouer les élus locaux qui sont présents ici dans la salle? Alors, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes, et puis merci à l'invitation du président Loury, qui préside un syndicat que j'apprécie énormément, notamment sur tout ce qui touche à l'innovation. Donc, avant de parler de ce que peuvent faire les élus, deux éléments de contexte pour compléter ce que vient de dire Thomas sur l'électrification des usages. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais avoir en tête ce qui est en train de se passer en France, en complément de ce qu'a dit Thomas. Aujourd'hui, l'électricité compte pour 25% du total de la consommation d'énergie française. On consomme en France 1600 TWh d'énergie. L'électricité, c'est 25%. En 2030, ce sera 35%. En 2050, 55 à 60%. Donc la consommation d'électricité
va croître sur les 25 prochaines années de l'ordre de 30%. Les usages ont été décrits par Thomas. Qu'est-ce qui se passe sur l'arrivée des énergies renouvelables? Sur les 10 prochaines années, entre aujourd'hui et 2035, nous n'aurons pas une seule capacité de centrale de production nucléaire sur le système électrique français. On va donc raccorder sur les réseaux de distribution et de transport du renouvelable, du photovoltaïque et de l'éolien. Ayant en tête que le photovoltaïque dont on a parlé tout à l'heure va faire x4 et l'éolien x2. Alors du coup, qu'est-ce que ça amène? Tout simplement qu'il va falloir mieux consommer. Pourquoi? Parce que pendant 70 ans, on a piloté de la production et que sur les prochaines années, on va demander à piloter la consommation. Petit changement de paradigme. Et donc, la première conséquence, c'est que ce sont des concepts nouveaux, des concepts qui sont innovants, et il va falloir expliquer, sensibiliser. J'ai eu par le passé des postes en responsabilité où j'échangeais directement avec les élus. Le rôle clé que vous avez, il est extrêmement important sur l'explication, la sensibilisation, sur le mieux consommer. Et on peut consommer, comme ça l'a été expliqué tout à l'heure, quand l'électricité est la moins chère, quand l'électricité est abondante ou décarbonée, M. Bonnefond l'a décrit, et ça va servir le système électrique. Alors quel est le rôle des élus sur le qui, quoi, où, comment? Eh bien, une des premières optimisations qu'on va pouvoir travailler, et je vous expliquerai tout à l'heure sur les technologies qui le permettront, c'est d'optimiser les consommations des bâtiments publics. Il y en a 220 000 en France. Et donc, on parle d'explication, de sensibilisation. Vous, élus, et ça a été démontré aussi sur les parkings, la démonstration par la preuve de vos administrés, c'est finalement de démontrer qu'on pilote et on optimise les consommations dans vos bâtiments. Et on verra comment on peut vous accompagner. Et in fine, les économies qui vont pouvoir être générées par cette meilleure optimisation de la consommation, c'est aussi des investissements qui pourraient être octroyés sur des nouvelles écoles, des nouvelles crèches, etc. Donc, dans les deux sens, c'est je montre à mes administrés que les élus font le job. Et dans un second temps, évidemment, ça apporte une économie circulaire parce que ça peut permettre des investissements, donc une communication efficace pour une adhésion, et on en a parlé avec Mme Vanin tout à l'heure, une adhésion sociétale importante. Thomas Fraioli, quand on parle de massification des usages, quelles conséquences ça a pour Enedis? C'est d'abord de gros investissements, de nouvelles infrastructures à réaliser? Oui, alors, évidemment, il y a des chiffres nationaux. Je suis toujours très... on cite les chiffres nationaux, mais alors, c'est 100 milliards d'euros jusqu'à 2040. Donc, c'est 5 milliards d'euros d'investissement, à la fois pour Enedis, mais pour RTE. On est toujours deux. On a beaucoup parlé de poste source. Il faut savoir qu'on ne construit pas un poste source sans les lignes à haute tension qui arrivent dans ce poste. Donc, ça, c'est le boulot de RTE. Donc, on est deux. Voilà, c'est RTE. Nous, c'est RTE, c'est les autoroutes de l'électricité bien connues, et nous, c'est les nationales et départementales de l'électricité. Donc 100 milliards d'euros, y compris pour RTE, 5 milliards d'euros par an. La moitié de ces 5 milliards d'euros, c'est du temps de travail. C'est-à-dire qu'on imagine des achats, non, c'est le temps des agents. D'où tout le travail qu'on fait pour accroître accroître la productivité en quelque sorte. 100 000 agents que vous avez recrutés dans les prochaines années ? C'est 10 000 agents pour les 3 prochaines années. On recrute. Alors pour la Bourgogne, ce qui est surtout intéressant au niveau local, c'est historique, on est à peu près 1000 pour les 4 départements. C'est 60-70 agents nouveaux chaque année que l'on va chercher à la sortie, notamment des lycées techniques, des bacs pro. Donc c'est aussi un fort dynamisme et on est très fiers de recruter dans les 4 départements.
Les investissements, eh bien, effectivement, vous allez perdre des postes sources. Pour vous donner une idée de la croissance, et aussi de se poser la question, pourquoi cette croissance? On a un objectif qui est fixé finalement par la COP de Paris, qui se décline, qui est neutralité carbone en 2050. Et je crois qu'il faut revenir de temps en temps à cet objectif, parce que pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est malgré tout pour atteindre cette neutralité carbone. Et on a pris la courbe et on dit, ben voilà, neutralité carbone en 2050, on revient jusqu'à 2024, eh bien en fait, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout, donc il va falloir se relever les manches. Et pour nous, ça veut dire passer de la construction d'un ou deux postes sources par an à 15 par an. Et comme vous l'avez souligné, 6 ou 7 ans, ce qui est, comme on l'a souligné préalable, un tempo, un rythme inacceptable pour qui veut entreprendre et construire. Je le comprends, mais on pourra y revenir. 7 ans, je fais cette digression, construire un poste source, c'est 7 ans. Une ligne à haute tension, c'est plutôt 9 ans. Dans la construction d'un poste source, c'est 50 procédures, 2 ans de génie civil, de génie électrique. C'est 2 ans, un peu moins de 2 ans. Hein. Donc on pourrait construire sans une directive Fontaine, sans procédure, sans recours, en 2 ans. Bon. Donc évidemment les postes sources, mais c'est également tous les postes de distribution. On le voit quasiment à chaque fois qu'on doit raccorder. Vous savez, un exploitant agricole, un agriculteur qui met du PV qui se fait financer son hangar, eh bien maintenant avec le dernier décret en date, eh bien on augmente la puissance de raccordement. Donc ça veut dire construction d'un poste de distribution. Et donc, son autant d'investissement et de temps, parce qu'il fallait du temps. Donc, c'est aussi des lignes, parce qu'on est responsable des raccordements, ça n'est qu'une activité. Mais on doit aussi aux AEDE, on doit au SDEY, on doit aux propriétaires du réseau, eh bien, d'entretenir et de moderniser ce réseau. Donc, avec les sous qu'on donne en début d'année, donc pour la Bourgogne, et en particulier, par exemple, pour Lyon, c'est à peu près 30 millions d'euros. Il y a 15 millions d'euros qui vont aller au raccordement et 15 millions d'euros que l'on va mettre sur l'entretien du réseau. Parce que, et en particulier Lyon, a été victime d'événements climatiques, et on le mesure, nous, de plus en plus nombreux, inondations, chutes d'arbres, tempêtes, hein, et on perd chaque année quelques minutes, enfin plutôt on a des minutes de coupure chaque année. Et ça, on le voit, j'ai jamais eu autant d'incidents sur le réseau. En 2024, je pensais que c'était 2023, mais 2024, on bat des records aussi. Donc, on doit travailler sur la résilience des réseaux. Donc, nos investissements, ils sont autant sur, bien sûr, le raccordement, les postes sources, les postes de distribution, mais aussi la modernisation et le renouvellement du réseau. Et comment vous travaillez avec les élus, justement? Alors, il y a quelque chose dont on est fier avec Enedis, et je ne parlerai pas d'autres opérateurs parce que ça serait pas sympa pour eux, mais c'est qu'on a un maillage de tout le territoire. On est très fiers d'avoir des équipes territoriales, et chaque fois que je vais au Salon des maires, que ce soit le Salon des maires de Lyon ou même en national, les élus que je rencontre me disent, il me semble que vous êtes soulagés d'avoir le 06 des interlocuteurs privilégiés. Donc voilà, je voudrais souligner, alors je m'appuie sur le travail du directeur territorial, donc c'était Gérald Fréguin jusqu'à aujourd'hui, qui passe la main à François Tillous. François, si tu peux te lever, voilà, François Tillous, qui est le nouveau territorial de Lyon, accompagné de Leslie Arnoux. Leslie, si tu peux, parce que je vous dis, ils font un travail de titan, ils vont au comité Loconergie, ils font de la pédagogie, ils expliquent, et s'il y a un maître mot, et ça, je me permets de le dire en toute humilité, c'est l'anticipation. On voit arriver beaucoup de projets, on a parlé d'agrivoltaïsme, on a parlé de projets de raccordement. Il y a des installateurs un peu, qui s'avancent un peu en terrain aveugle, qui vont vous proposer des solutions, mais contactez cette équipe territoriale pour savoir à quelle distance est le poste source, s'il est saturé, combien ça va coûter, quelle distance il va falloir, quel sera le délai pour commander un poste de distribution, parce qu'on peut vous donner toutes ces informations. Les prises ne tombent pas du ciel. S'il y a un message à savoir, c'est que les prises ne tombent pas du ciel. Voilà. Donc il faut à un moment donné se raccorder au réseau, même quand on est dans un projet d'autoconsommation collective, quand il n'y a pas de soleil, pas de vent, ça vaut le coup d'être raccordé au réseau quand même. On va parler maintenant des solutions pour éviter la saturation du réseau. Mais peut-être vous demander, Thomas, d'abord, est-ce qu'il y a un risque ou pas de saturation du réseau? Alors, oui et non. Pour tout vous dire, Luc Rémond, c'est le PDG d'EDF, donc c'est la maison mère, on est une filiale, et il a eu un slogan quand il nous a réunis, tous les dirigeants,
au mois de juin, il a dit « Ici, c'est Versailles ». Donc c'est assez choquant, comme dit, on est dans une époque de sobriété, il dit non, il faut consommer. Alors, ce n'est pas consommer pour consommer. Ce qu'a dit Régis tout à l'heure, on n'est qu'à 25% de la part d'électricité dans l'énergie qu'on consomme. Cette part n'a pas évolué depuis 2017-2018. C'est-à-dire qu'on raccorde des ENR, on met du PV, on met de l'éolien, sauf que la consommation ne suit pas. La consommation d'électricité décarbonée ne suit pas. Il y a toujours autant de fossiles. Donc, ce qui serait souhaitable, effectivement, c'est d'augmenter cette part pour aller effectivement vers de l'énergie décarbonée. Si vous voulez, on a un problème, c'est qu'on n'a plus de problème, on a moins de problèmes de production, y compris d'électricité décarbonée, mais c'est la consommation derrière qui ne va pas dans le sens de 2050, je dis, neutralité carbone. Donc, il faut accompagner effectivement des entreprises à passer à l'électrique parce que le réseau va suivre. En tout cas, la production va suivre et le réseau va suivre. Et c'est pour ça que j'évoquais ces 100 milliards d'euros d'investissement. Évidemment, on investit chaque année pour renforcer le réseau et permettre effectivement toute cette production. Mais si vous me permettez, juste parce qu'il est important de comprendre, on a parfois des phénomènes de saturation. C'est pour ça que je dis oui et non. On a des postes sources qui arrivent à saturation. Et quand on regarde, on dit je ne comprends pas, il y a 2-3 transformateurs. Oui, parce que ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les électrons qui vont d'un sens et dans l'autre, il y a quelque chose qui est fondamental, et c'est de la physique, c'est l'équilibre offre-demande. Pour qu'un système électrique fonctionne, il faut qu'il y ait autant de demandes de soutirage que d'injections. Donc quand on a beaucoup de producteurs, et notamment je parlais des exploitants, des agriculteurs, qui au départ, RTE appelait ça diffus, ça n'avait pas beaucoup de poids. Sauf que maintenant, c'est 40% de la production dans des postes sources. Ce ne sont plus les grands producteurs, c'est ce qu'on appelle petits producteurs. Il n'y a pas de mépris derrière ça. Sauf que c'est un poids énorme et que ça perturbe le réseau. Et que quand on va raccorder un producteur, que vous êtes certainement à la salle, il faut s'assurer que derrière, il y aura autant de soutirage. Sinon, ça va perturber le réseau. C'est pour ça qu'on arrive à saturation de postes, on dit attention, là, sur ce poste, il n'y a pas assez de consommation pour qu'on rajoute des producteurs. Voilà, je voulais expliquer. C'est important, ça nous amène à la question de la flexibilité, qui est un enjeu extrêmement important. D'ailleurs, peut-être, c'est quoi la flexibilité pour Enedis ? Alors, j'ai un slide, si on peut, si vous voulez, on va aller directement sur le slide qui... alors, le suivant encore, il y a un slide qui donne un exemple de flexibilité, encore, si on va passer, parce que c'est beaucoup de blabla. On va aller sur le schéma. Voilà, encore un autre. Voilà, celui-là. Alors, il y a plein d'offres de flexibilité. Flexibilité, alors RTE en fait de la flexibilité, notamment avec Négawatt sur des batteries pour réguler la tension. Mais la flexibilité, c'est... Alors, suivant, si vous voulez, quand un producteur arrive et dit, voilà, et suivante encore, alors il y a des effets, vous voyez, un peu la Spielberg qui projette comme ça, mais... quand un producteur arrive, on lui dit, voilà, vous voulez vous raccorder, c'est très bien, sauf qu'il y a 2 ans de travaux, on lui fait une offre de raccordement de référence parce que sa puissance d'injection, c'est 8 MW. Eh bien, maintenant, on fait des offres de raccordement, vous savez, des ORA, des offres de raccordement qui sont alternatives. On dit, voilà, si vous acceptez, lors des périodes où il y a beaucoup trop de production, beaucoup trop de soleil, de voir votre puissance un peu rabotée. Voilà. Mais alors qu'on va vous maintenir 95% de la production d'énergie, de l'énergie que vous produisez, eh bien dans ce cas-là, si vous acceptez d'être raboté de temps en temps, eh bien on vous raccorde en 6 mois et pas en 2 ans, et puis ça vous coûte 50 000 euros au lieu de 500 000 euros. Donc nous, ça évite de construire un poste source longtemps après, et un poste source, c'est 7-8 millions d'euros. Vous voyez, donc on va gagner du temps, pour peu qu'on accepte un peu de raboter sa puissance, on va le faire. Donc ça, c'est un type de flexibilité. Il y a un projet aussi qui va se développer, qui est le projet Reflex, où là, on va pouvoir raboter en quelque sorte un peu la puissance dans les périodes de production intense, mais à distance, avec des organes de télécommande. Voilà, et évidemment, ça sera contre-compensation. On compensera, on paiera l'énergie qui est rabotée. Voilà. Il faut savoir qu'en France, cette compensation, pour l'instant, c'est à peu près
40 millions d'euros. En Allemagne, c'est 4 milliards d'euros qu'on compense parce qu'il y a trop d'énergie produite. Il y a un autre phénomène aussi, alors là, c'est le troisième slide, vous allez très vite comprendre. Un autre type de flexibilité, tout le monde connaît bien, c'est les heures pleines, heures creuses. Jusqu'à présent, alors heures pleines, heures creuses, c'est à peu près la même chose au niveau national, donc c'est 22 heures, 6 heures du matin ou 7 heures, ça dépend. Donc on lance sa machine, vous savez, dans la nuit, sauf que en fait, ça ne correspond pas aux périodes de production intense, notamment avec le photovoltaïque qui a pris du poids. Donc il y a une première courbe au début, je suis désolé, je reviens un peu, c'est pas vraiment dans l'ordre, mais vous allez comprendre. Je crois que c'est la deuxième slide. Vous allez comprendre, et ça, alors, on y va par nécessité, on y va parce que, voilà, exactement, la Commission de régulation de l'énergie nous a demandé de travailler dessus pour 2025, donc c'est demain, et donc c'est introduire la saisonnalité, la saisonnalité, c'est un terme qui n'est pas français d'ailleurs, la saisonnalité des heures pleines, heures creuses. C'est tout simplement dire, eh bien, voilà, on se situe dans la Loire, et là vous voyez, eh bien, la consommation, en fait, est très basse au moment où la production est très intense. Et c'est ce qui se passe. Vous avez une production intense, c'est assez intuitif. Le soleil, voilà, entre 12h et 15h, extrêmement, une production très intense, à un moment où on ne consomme pas trop, les industries font leur pause méridienne. Bon, ce que nous a demandé en fait la CRE, c'est de moduler ces heures pleines, heures creuses, et c'est très complexe parce qu'il faut modifier des organes qui sont dans les postes sources, mais également modifier tous les compteurs Linky, le paramétrage, pour prendre en compte ça. Donc on va faire en sorte que la consommation arrive, inciter à consommer pendant les pics de production. Et ça, c'est de la flexibilité aussi. Voilà, puisqu'on est sur le sujet de la consommation, qui est vraiment, on le voit, un enjeu extrêmement important, Régis Le Dressen, parlons de ces outils qui nous permettraient de mieux gérer notre consommation électrique. Alors, les outils qui nous permettent de mieux consommer, aujourd'hui, ils existent. C'est des capteurs qui mesurent une température, par exemple, dans un bâtiment, puis un actionneur et un moyen de communication. Mais pourquoi on aurait envie, finalement, de piloter mieux sa consommation? Je vais vous donner trois exemples. C'est tout simplement avec le prix. Donc en complément de ce qu'a dit Thomas. Alors, un élément sur ce qui vient d'être rappelé par Thomas, dans votre facture d'électricité, vous avez 3 parts. Une part du réseau, c'est les investissements d'Enedis et de RTE. Et je dirais que ce qui se passe sur les heures creuses, heures pleines présentées par Thomas, les gestionnaires de réseau se soignent et se soignent très bien. C'est-à-dire que dans le tarif de réseau, l'intégralité des clients sont aujourd'hui euro-saisonnalisés. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle. Malheureusement, ce n'est pas ce que voit le client final. Le client final, il voit sa facture d'électricité présentée par son fournisseur d'électricité, qui est pour un autre tiers de la facture, et l'autre tiers, ce sont des taxes. Et je vais vous donner 3 chiffres. L'écart de prix d'électricité finale entre ce qui se passe entre 10h, 16h, et les pics du matin et les pics du soir, sur une année intégrale, les 8760 heures, pas sur quelques années, quelques heures de l'année. En 2019, l'écart de prix entre le matin, après-midi et soir, il était de 14%, 2019. En 2023, il est de 34%. Pas sûr que les clients finaux et vous-même ayez vu ça sur vos factures, malgré que ce qu'on vient de dire dans la partie réseau se soit intégré. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer en 2030. Et donc, avec le président de notre association, qui se trouve, s'appelle Xavier Pietchazy, qui est aussi le président de RTE, donc travaille sur la flexibilité, le pilotage de ces consommations, qui va devenir un élément clé et vital dès 2030. Nous travaillons sur les gros volumes. Et donc en France, aujourd'hui, en termes de consommation d'électricité, il se trouve que le bâtiment tertiaire, c'est 30% des consommations d'électricité française dont on a parlé. 30 autres %, c'est le résidentiel. Et le reste, c'est l'industrie, un peu de transport.
on vient de créer une marque technique qui s'appelle Flex Ready. Et on a fait en sorte de ne pas créer un label. Nous ne voulons pas de nouvelles normes, on va partir par le bas. Cette marque collective, elle va s'adosser à et ça va vous parler, des GTB, des systèmes de pilotage des consommations que vous pouvez ou vous aurez dans vos bâtiments. Il existe aujourd'hui un décret pour les très très grands bâtiments, le décret BAX, et la loi climat et résilience qui amène à diminuer ces consommations d'électricité. Et donc, on a imaginé le fait que les gestions techniques de bâtiments ou les gestions techniques centralisées que vous avez dans vos bâtiments ne devaient plus fonctionner en stand-alone, ne devaient plus fonctionner avec des systèmes propriétaires. On a au sein de notre association des grands industriels français qui ont la fâcheuse tendance à faire tout pour que les données qui sortent de ces systèmes qui vous appartiennent ne soient pas standardisées, ne soient pas ouverts. Et donc on a dit, mais si vous voulez piloter vos consommations dans vos bâtiments en lien avec la production photovoltaïque que vous avez sur vos bâtiments, en lien avec le prix de l'électricité que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai donné tout à l'heure, ben on va simplement faire en sorte que vos équipements de bâtiments soient connectés au système électrique. Donc c'est une révolution dans le monde de l'énergie d'expliquer que les équipements que vous allez mettre dans vos bâtiments vont pouvoir récupérer des informations du système électrique pour optimiser. La première des informations, ce sont les prix, les euros. C'est-à-dire que quand le prix il est pas cher, votre système il est capable d'automatiser chauffage, ballon d'eau chaude, tout ce qui est pilotable et modulable. Évidemment, quand vous appuyez sur la lumière, il va falloir que vous ayez de la lumière. Bien que pour les très très grands bâtiments, on peut aussi moduler la luminosité en luxe. Ça, on l'a créé le 16 octobre avec l'intégralité de la filière, donc RTE, Enedis, les acteurs des équipementiers, pour connecter finalement vos équipements dans les bâtiments au système électrique et pour rendre tout ce que l'on peut automatique pour finalement limiter l'intervention humaine. Mais alors, justement, qui pour piloter ces systèmes intelligents? Parce que c'est intéressant, mais après, il y a un moment, c'est comment on fait très concrètement? Donc effectivement, au sein de notre association, qui depuis 3 ans a beaucoup évolué avec la présidente Marianne Legnaud il y a 2 ans et puis Xavier Pietchazik l'année dernière, on travaille énormément avec les collectivités. On n'avait uniquement que des acteurs privés au sein de notre association. On travaille de plus en plus et on a des nouveaux membres des syndicats d'énergie qui nous rejoignent parce que la dimension politique et la dimension évidemment humaine, elle est vitale. Vous pouvez avoir le meilleur outil du monde. Si on n'a pas la dimension humaine pour programmer, pour expliquer à l'usager comment ça va fonctionner, pour expliquer à l'usager que son confort ne sera pas dégradé, ça ne marchera pas. Et pour travailler beaucoup avec les élus, évidemment, les élus des petites communes, vous n'avez pas les moyens, on a parlé tout à l'heure des problématiques financières, vous n'avez pas les moyens de vous doter de ressources dédiées à l'optimisation des consommations d'électricité, mais vous avez des syndicats. Le SDE en est un exemple parfait. J'ai entendu tout à l'heure le président Loury qui expliquait les ressources finalement qu'il vous mettait à votre disposition pour optimiser ces consommations d'énergie. On travaille avec d'autres syndicats, le syndicat d'Ille-et-Vilaine qui vient de créer un poste spécifique pour les collectivités, finalement pour identifier les bâtiments qui pourraient tout à fait convenir dans l'optimisation de ces consommations. Et donc, c'est un appel à l'utilisation de ressources, à la mutualisation qui peuvent être gérées par les syndicats. Donc la techno, c'est bien, la dimension humaine, c'est mieux. Abordons un dernier sujet, puis après je vous inviterai à réagir, à poser vos questions avant qu'on découvre l'éco-train. C'est la question du stockage. Le maire de Venoy en parlait. C'est
évidemment un sujet qui arrive dès qu'on commence à travailler sur les énergies intermittentes. Thomas Fraioli, quelle est la place du stockage aujourd'hui? Quelle pourrait être la place du stockage demain? Alors, le stockage, pour l'instant, n'est pas très développé. Donc, c'est pour ça qu'au sein du groupe, EDF, le président a créé un nouveau département, stockage et flexibilité. Pour ce qui concerne Enedis et les travaux, alors je veux juste RTE, je vous ai parlé du stockage, et ça on ne le voit pas forcément, mais il y a un gros développement du stockage, donc auprès des lignes de très haute tension notamment, pour équilibrer justement les variations de tension. Donc ce sont des batteries qui se stockent, se remplissent en permanence, se chargent en permanence, et dès l'instant où on voit que la tension fluctue, eh bien, elles alimentent, en fait, elles injectent sur le réseau de l'énergie. Donc ça, on ne le voit pas directement. On constate que les solutions, pour l'instant, ne sont pas très rentables pour ce qui est du stockage, notamment à domicile. On commence à réfléchir au sein d'Enedis à la place de la voiture électrique et notamment au phénomène de charge des voitures électriques. Quand toutes les voitures vont rentrer dans un parking d'une collectivité, ce qu'on appelle d'un bâtiment, d'un immeuble, d'un résidentiel collectif, déjà il y a le problème de la charge, faire en sorte qu'elles se chargent tout en même temps, mais une fois qu'elles seront toutes chargées, on va réfléchir à un système qui permettra d'injecter en fait cette énergie dans le bâtiment pour servir à l'éclairage. Voilà. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas encore très développé. C'est vraiment au stade des premières expérimentations. Ce n'est pas développé parce qu'aujourd'hui, les véhicules électriques ne le permettent pas obligatoirement. Non, et puis on est en phase, vous savez, on a modifié la loi il y a maintenant 1 an et demi. Donc pour l'instant, il y a encore énormément de résidentiels collectifs, de copropriétés à équiper. On est dans un département où il y a d'ailleurs plus de résidences principales, en fait, de maisons, plutôt que d'immeubles, sachant que dans des immeubles, en fait, Enedis prend tout en charge. Donc c'est aussi intéressant à le savoir. Mais toujours est-il que, voilà, très sincèrement, on a du mal avec le stockage, c'est pas encore développé. On sent bien que c'est la problématique, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a des pics de production, notamment en photovoltaïque, et on aimerait stocker cette énergie, sauf que les solutions de stockage à long terme, pour l'instant, n'existent pas. Donc on a développé chez Enedis, et notamment pour les Jeux Olympiques, et ça faisait un projet des groupes électrogènes zéro émission, parce qu'on voulait notamment des JO, mais pas seulement des JO, toute activité, je dirais, très temporaire, des événements, des concerts, donc des groupes électriques dans lesquels on stocke des racks de batteries qu'on charge et qui permettent de délivrer l'énergie, notamment pour des événements, et notamment les événements sportifs. Alors ce qu'on préfère comme solution, c'est notamment, on appelle ça des bornes événementielles. Je vous le dis parce que c'est une alternative et au stockage et au groupe électrogène qui est très saine. C'est-à-dire qu'à un endroit où on sait qu'il y aura plein d'événements, de concerts ou des fêtes foraines, on installe des bornes escamotables qui permettent de raccorder des événements. Donc, alors, ce n'est pas du stockage. Je veux dire, en termes de stockage, on n'a pas encore de solution aboutie pour délivrer cette énergie sur une période suffisamment longue, en tout cas pour que ça soit rentable. Régis Le Drezen, pas de solution donc, de stockage intéressante pour les collectivités? Alors, un élément de contexte, donc au même titre que Thomas, notre raison d'être de notre association, c'est travailler pour le consommateur final, l'attractivité des territoires et la transition énergétique. Donc le premier élément, je ne vais pas vous dire qu'effectivement il faut déployer des petits stockages puisque ça n'est pas compétitif par rapport à ce que je viens de vous expliquer avant sur piloter sa consommation d'électricité. Premier point. Deuxième élément, on en a parlé tout à l'heure sur l'autoconsommation collective. Essayer de maximiser sa consommation au moment où on a de la production solaire, c'est ce qui sera le plus rentable. Pourquoi? On a parlé M. Bonnefond vous a parlé du prix de rachat de l'électricité. C'est pas ça qui va payer les factures. Néanmoins, il reste quand même des consommations et l'éclairage public est un poste considérable. Et donc, commencer à réfléchir à déployer des batteries de stockage en termes d'innovation. Et j'ai beaucoup entendu parler d'innovation parce qu'on ne peut pas
prédire ce que seront les prix de l'électricité, prix de rachat. Donc, les tests en termes d'innovation, c'est intéressant. Troisième élément, le véhicule électrique est un game changer qu'il faut avoir en tête, considérable, sur 2 éléments. Effectivement, ce véhicule électrique qui va pouvoir réinjecter de l'électricité dans le réseau, il arrive, la R5, qui sort là maintenant, qui a été présentée au Salon de l'Automobile, embarque des chargeurs capables de réinjecter de l'électricité dans votre maison. Toutes les R5 que vous achèterez seront capables de réinjecter de l'électricité dans le réseau. La borne qui sera fournie et ou payée par Renault pour recharger votre véhicule sera bidirectionnelle. Et donc, ça fait changer de paradigme. Alors, ça amène beaucoup de questions. Des questions techniques, évidemment, qu'on travaille beaucoup avec les gestionnaires de réseau. Des questions réglementaires. Est-ce que l'électricité que j'ai stockée dans ma voiture, qui va être utilisée le soir à 18h ou 20h quand le réseau sera contraint, que je n'aurai donc pas utilisé quand j'aurai soutiré. Je vais payer du réseau, je vais payer des taxes. C'est des questions réglementaires, évidemment, qui sont amenées. Néanmoins, ayez en tête que ça va changer encore une fois le paradigme. Ce ne sera pas dans les 15 millions de véhicules électriques qu'on prévoit à l'horizon 2035, mais il y en aura un certain pourcentage. Et puis, surtout, au fur et à mesure de l'incorporation des véhicules électriques, aujourd'hui on est à 1 million, 1,2 million, on va arriver sur ce qu'on appelle des batteries de seconde vie. Les batteries de seconde vie, c'est celles qui ne peuvent plus servir pour les véhicules électriques, parce qu'elles ont un rendement qui descend sous les 90% à peu près. Mais par contre, ces batteries, ces petites batteries, peuvent tout à fait servir dans les bâtiments tertiaires. Donc, obérer cette partie stockage qui n'est financièrement pas rentable aujourd'hui est un luxe qu'on ne peut pas se permettre pour demain. Et donc, ceux qui auront testé en termes d'innovation le stockage sur des projets d'autoconsommation collective auront forcément cette avance demain quand on va avoir ces centaines de milliers de batteries, de petites batteries, 40-50 kWh, qui vont arriver finalement sur le marché. Donc voilà, pas compétitif aujourd'hui, mais ce qui arrive avec le véhicule électrique peut permettre de développer ce stockage. Merci beaucoup. On va vous inviter à réagir si vous le souhaitez sur ces questions de réseau, sur les infrastructures, les solutions qui sont proposées aujourd'hui. On a une question de monsieur au milieu. Je vous invite à lever bien la main pour qu'on vous voit. Voilà. Alors, on vous amène un micro. Ah. Ça arrive, monsieur. Je vous invite à vous présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Coirin, maire de Venise. Quid pour le stockage? Pourquoi vous n'aviez jamais réfléchi, c'est une solution, à l'hydrogène? Dans le cas du surplus de courant, mettez des systèmes électrolytiques qui transforment cette énergie instantanée en hydrogène qui va donc être stocké et être utilisé pour, à la limite, des transports en commun, etc. Dans la Bourgogne-Franche-Comté, il y a une filière hydrogène qui s'est installée pour les transports en commun. Je crois qu'Auxerre est équipé d'ailleurs de cette énergie-là. C'est une solution qui est noble, parce qu'en plus l'hydrogène est décarboné par définition. Donc là, on aurait une solution. Et pourquoi vous n'exploitez jamais ce type de procédure? Alors, qui souhaite réagir? On aura une séquence hydrogène à l'issue de cette table ronde, monsieur. Alors, merci pour cette question. Effectivement, non seulement on y réfléchit, mais on a déjà agi. Et notamment en Bourgogne, on a expérimenté un véhicule hydrogène et un groupe électrogène zéro émission à hydrogène. Alors, ça fait partie des activités nouvelles d'Enedis. On l'a développé pendant 2-3 ans. Et Enedis, pour l'instant, a décidé d'arrêter pour l'instant ce développement parce que à la fois le circuit logistique de livraison, tout simplement, d'hydrogène était
à la fois instable et pas abouti. C'est très difficile d'avoir de l'hydrogène. On a monté quelques festivals comme ça avec ce groupe électrogène qui est génial. Enfin, quand on le voit fonctionner, on ne l'entend pas. Donc il y a un problème de stockage de cet hydrogène, d'approvisionnement de cet hydrogène et de coût du mégawattheure. Parce que autant le coût du mégawattheure, voilà, on le connaît en France, autour de la Rennes, ça varie autour de 42. C'est 10 fois plus avec l'hydrogène. Donc il y a quand même un aspect soutenabilité, enfin même rentabilité. Donc ça veut dire qu'on s'est complètement retiré de tout ce qui est projet hydrogène, mais pour l'instant c'est absolument pas rentable. Ça pose des problèmes de sécurité aussi, de stockage d'hydrogène. Il faut une pression extrêmement importante. Et pour vous donner une idée, notre véhicule hydrogène, ça fait 3-4 ans qu'on a des difficultés à faire le plein, tout simplement, parce que là il est à Dijon, mais maintenant on a eu la bonne idée de le mettre à Auxerre, parce que le réseau, enfin en tout cas le circuit logistique d'hydrogène fonctionne mieux, parce qu'à Dijon on attendait toujours. Donc voilà, c'est pas abouti. Et puis on a 25 activités nouvelles, et puis on vit dans un monde fini, donc on a choisi, Enedis a choisi, celle qui allait apporter une certaine rentabilité. Et quand je dis rentabilité, attention, la rentabilité c'est nous tous qui l'apportons, c'est un service public. Le but d'Enedis, c'est pas dégager du bénéfice, on ne dégage pas de bénéfice. Je le dis parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est pas une entreprise comme une autre, hein, c'est service public, activité régulée, on est payé par la facture d'électricité, donc ce qu'on développe, on est comptable face aux citoyens, face aux clients. Et en l'occurrence, l'hydrogène, pour l'instant, ce n'est pas abouti. On estime qu'il faudra une bonne dizaine d'années avant d'aboutir à des solutions qu'on pourra industrialiser et proposer, y compris en termes de sécurité. Ou voilà, dans nos usages, en tout cas, ce n'était pas une solution ni rentable, ni soutenable. Mais je vous dis, dans l'immédiat, bien sûr qu'on y réfléchit, on ne veut pas être totalement absent, mais c'était un crève-cœur pour nous, parce qu'en Bourgogne, en plus, on était moteur, on l'avait développé. Mais Enedis nous a dit non, pour l'instant, vous arrêtez. Donc, on garde notre véhicule hydrogène, on garde notre groupe électrogène, mais ce sont encore des démonstrateurs. Merci pour votre question. On a une réaction, une question tout en haut, tout en haut. Je ne sais pas si vous voyez monsieur. Oui, voilà, on vous amène le micro. Bonjour. Bonjour, messieurs. Jacques Balou, maire de Saint-Mentron. J'ai bien entendu vos arguments pour l'hydrogène, que je partage avec l'intervenant précédent. Je pense que pour moi, c'est une solution. Mais je trouve que vous faites abstraction de l'intérêt général, de la pensée générale que nous avons pour ces bons centres de batterie, comment elles sont produites, comment elles vont être recyclées. Pour moi, vous allez dans l'erreur complète en axant vos projets sur les batteries, même si ce n'est pas rentable. Il faut arrêter d'extraire des terres rares, de rentrer dans cette filière. C'est une aberration qui est partagée par l'ensemble de la population. L'hydrogène, c'est une solution, même si elle coûte plus cher. Il y a énormément de taxes sur les carburants. On va détaxer l'hydrogène pendant un certain temps de manière à la rentabiliser. Mais c'est la filière d'avenir. Les batteries, c'est non. Merci. C'était donc une réaction. Merci, monsieur. Alors, est-ce qu'on a une autre réaction, un témoignage ou une question? Sinon, on va vous inviter à découvrir l'éco-train. Pas de nouvelles réactions? Très bien, on pourra les prendre ensuite, hein, bien sûr. Alors, on va découvrir maintenant l'éco-train avec notre nouvel invité. Et on vous remercie d'avoir patienté, Philippe Bourguignon, mais on voulait que vous soyez déjà autour de cette table, puisque vous êtes un ancien de la maison EDF, vous connaissez très très bien les équipes qui sont présentes autour de cette table. Donc on va découvrir l'éco-train en vidéo. C'est un projet de train léger et autonome qui fonctionne à l'énergie solaire. Regardez et on en parle ensuite, fait partie des nouveaux usages. Alors c'est une vidéo, hein, c'est des images qui bougent, mais sans musique. Donc là en fait Philippe, ce qu'on a vu juste avant, hein, c'est des panneaux solaires, c'est là où le train se recharge. Combien on peut mettre de personnes là dans...
32 personnes, on peut mettre. Assis. Voilà, retour en gare. Philippe, on va échanger ensemble sur cet écotrain. Quand je parlais de nouveaux usages, on a parlé du véhicule électrique, de la voiture électrique, le train électrique qui fonctionne à l'énergie solaire. Ça, c'est votre idée ? Oui, alors d'abord, bonjour à tous et merci au président Loury de m'avoir invité pour ce témoignage-là, qui est un témoignage, vous l'avez compris, sur la manière de consommer l'énergie solaire. Je voulais vous dire aussi que je m'inscris parfaitement dans les propos liminaires de notre ami philosophe de ce matin, parce que tout ce projet répond quasiment point par point à tous les points qui ont été soulignés dans la présentation de ce matin. C'est-à-dire que les projets, il n'y a pas de projet technique. Et on en parlera peut-être tout à l'heure à la pause par rapport aux gens qui ont des ambitions sur l'hydrogène. Il y a des visions de la manière dont on veut habiter le monde, dont on veut habiter notre société. Et quand on habite notre société, on peut regarder l'énergie, on peut regarder la mobilité, mais il faut aussi regarder le logement, il faut regarder aussi la sécurité. Et c'est quand on a ce regard intégral, je dirais, sur la manière d'habiter un territoire, qu'on peut apporter une réponse qui va satisfaire les habitants du territoire. Sinon, on risque d'approcher le problème par un seul bout. Et quand on l'approche par un seul bout, il y a les bouts qui sont à côté qui ne fonctionnent pas. Voilà. Donc, ce projet, effectivement, je l'ai porté après avoir quitté EDF-GDF. J'ai été directeur d'EDF-GDF Service il y a 20 ans ici. Je dois dire que le département de Lyon m'a beaucoup inspiré pour ce projet-là. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai axé pour le développement du monde rural. C'est parce que j'ai pensé à la manière dont fonctionnait ce territoire il y a une vingtaine d'années, qui n'a pas dû beaucoup évoluer, quand même sur le fond, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'habitat qui est disponible en milieu rural, en général 20%, c'est vrai pour toute la France, hein. Et quand il n'est pas disponible, de toute façon, il n'est pas forcément en très bon état, parce qu'habiter loin des lieux centraux comme Auxerre, c'est généralement des coûts de transport élevés, puisqu'en fait, il faut aller au travail tous les jours, tout simplement en voiture thermique ou électrique, peu importe. Voilà, donc c'est en pensant de manière globale le sujet qu'on peut lui apporter une réponse globale. Et donc, il s'agit bien d'une réponse on va la regarder sous l'angle ici de la mobilité et surtout de l'énergie. Et vous allez voir que, évidemment, comme ancien directeur d'EDF-GDF Service, le premier sujet que j'ai imaginé, c'est de me dire il faut absolument écrêter la production photovoltaïque. On ne peut pas balancer toute la puissance de l'énergie photovoltaïque en plein été, parce qu'en plein été, le kilowattheure, il vaut pas zéro. Hein. Il a un prix négatif, le kilowattheure en plein été. Sur les marchés, il a un prix négatif. La puissance elle-même, on l'a vu tout à l'heure, la puissance c'est un vrai souci. Parce que si on exporte toute la puissance sur un réseau, forcément on met en contrainte le réseau électrique. Donc il faut plutôt penser à la manière dont on va consommer l'énergie avant même d'essayer de la renvoyer sur le réseau. Sinon, on met en contrainte la totalité du réseau électrique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des éléments fondateurs. Alors, ce projet, oui, je l'ai conçu en 2018, je dois dire avec un certain, à la fois beaucoup d'enthousiasme et des réactions très positives. Je suis allé voir le délégué interministériel au Petite Île, il s'appelle François Philizot, délégué auprès d'Édouard Philippe à l'époque. Je lui ai présenté le projet. C'est le premier projet dans le monde actuellement de train autonome pour le monde rural. Alors, c'est le premier projet. Il y a un concurrent allemand qui est sorti il y a quelques années aussi. Donc maintenant, on va dire qu'on est deux projets au niveau mondial. Et la philosophie du projet, vous l'avez bien compris, c'est de réoccuper le monde rural, mais avec une approche qui soit réellement durable. Voilà. Donc pour une approche réellement durable, le projet que vous avez vu là, donc je précise que ce que vous voyez là est une maquette, mais actuellement le prototype est en construction à Tours. Il va commencer à fonctionner l'an prochain. Le propos, c'est de ramener de la mobilité, une mobilité avec une vraie qualité de service dans le monde rural. La première ligne que j'ai imaginée, que déjà j'ai portée auprès du vice-président de la région début 2019, la première ligne, je vais vous le dire, c'est Auxerre-Avallon et Auxerre-Clamecy, voilà, avec l'embranchement de Cravant. C'est la première que j'ai imaginée. Et sur cette ligne-là,
la proposition de valeur, c'est de faire un service de 5 heures du matin à 23 heures avec un service cadencé à 20 minutes, toute la journée. Voilà, toute la journée. Évidemment, si vous imaginez habiter à Vallon ou vous habitez à Arcis-sur-Cure sur le trajet et que vous avez une navette qui va passer toutes les 20 minutes, et que vous avez la certitude qu'elle va passer, que vous avez même la possibilité de l'appeler la nuit, parce que la nuit, vous avez peut-être besoin d'aller à Vallon ou à Auxerre, vous avez une manière d'envisager la mobilité qui n'est plus du tout la même que si vous savez que vous ne comptez que sur votre voiture. Voilà. Donc c'est un regard décalé sur la manière de penser la mobilité en rural. L'autre élément qui était fondamental pour moi, c'est la soutenabilité du projet. Il fallait produire un système qui coûte moins cher ou beaucoup moins cher que le train actuel. Le train actuel est très lourdement subventionné. En région Bourgogne, c'est 400 ou 500 millions d'euros qui, tous les ans, sont dépensés par la collectivité pour compenser les déficits du train. Dans le propos, sur un certain nombre de lignes, alors malheureusement, on ne le développe pas en Bourgogne actuellement, on le développe en Occitanie, en Belgique, en Normandie et dans les Hauts-de-France. Pas encore en Bourgogne, mais dans le propos, sur un certain nombre de lignes, on arrive à l'équilibre économique. Et sur un certain nombre d'autres lignes, on va avoir une petite subvention d'équilibre pour y arriver. Voilà, donc ça, c'est les grands éléments de philosophie de départ de projet, c'est d'être soutenable économiquement. Il faut savoir, c'est une étude du Trésor qui date de 2019, il faut savoir que les ménages en France dépensent 6 000 euros par an pour leur mobilité. Il suffit d'avoir la bonne idée de mettre une écotaxe là-dessus en se disant, tiens, on va favoriser les systèmes propres pour avoir les Gilets jaunes. Donc mon projet anticipait le mouvement Gilets jaunes quand je l'ai créé, puisqu'en fait, il était évident que le fait d'augmenter la pression fiscale ou la pression financière sur la mobilité engendrait ce type de réaction. Donc le projet a été conçu pour être à l'équilibre économique, ou en tout cas avec une très faible intervention du public, parce que les poches de l'État ne sont pas extensibles à l'infini. Autre élément qui n'est pas un détail pour moi, bien sûr, c'est que j'ai cherché une empreinte carbone qui soit très faible. Aujourd'hui, on a l'impression que la voiture électrique résout les problèmes. Alors, la voiture électrique, elle résout certains problèmes. Une voiture thermique, un diesel classique, le parc moyen qu'en France, il a 18 ans, il a une empreinte carbone de 200 grammes par kilomètre. Une voiture électrique, ça a une empreinte carbone de 60 grammes par kilomètre. Donc ça résout une partie des problèmes, ça le divise par 3. Ce train-là, avec la manière dont on a de l'occuper, parce qu'il est extrêmement léger, a une empreinte carbone de 2 grammes, c'est-à-dire 30 fois moins qu'une voiture électrique. Voilà. Donc il faut penser globalement, il faut penser global, manière d'habiter le territoire. Autre élément, les lignes ferroviaires ont été toujours construites à proximité des villages et des villes, par définition, parce qu'en fait, quand elles ont été construites au XIXe siècle, elles ont été construites pour desservir des gens qui n'avaient pas d'autres moyens de se déplacer. Donc quand vous avez un habitat qui est à proximité des rails, vous avez forcément à cet endroit-là des réseaux électriques, vous avez donc forcément la connectivité au réseau alors que parce que vous n'êtes pas en plein champ, et donc assez naturellement, vous avez un écosystème qui va être favorable pour avoir un bon dialogue entre énergie et mobilité. Voilà, tout ça, ça fait partie de la philosophie initiale du projet. C'est bien d'avoir une approche qui n'est pas forcément centrée sur la mobilité, mais qui englobe à la fois la protection de l'environnement, la mobilité, l'habitat, et tout en maîtrisant les coûts. Dernier élément fondamental dans le projet, il y a une autre étude, alors ce n'est pas le Trésor, c'est l'INSEE, qui nous dit qu'en 2050, il y aura 3 fois plus de seniors qu'aujourd'hui et 2 fois plus de seniors en situation d'handicap. Aujourd'hui, il y a 650 000 personnes qui sont en fauteuil roulant. En 2050, il y en aura 1,3 million. Donc, penser une mobilité collective, c'est penser à des gens qui ne pourront pas se déplacer autrement que par des transports en commun qui ont été adaptés à leur handicap. Ça aussi, ça rentre en jeu, parce que si on ne le pense pas aujourd'hui, les gens qui seront en situation de handicap en 2050 n'auront pas d'autres moyens que de se déplacer, et donc sera soit à domicile, soit en EHPAD. Donc il faut avoir ce regard d'ensemble, je dirais, quand on prend un projet, pour essayer de donner une réponse qui donne un avenir souhaitable à nos concitoyens. Et dernier point, mais là il est sur le dernier kilomètre, j'ai un partenaire qui développe des voiturettes, des voitures sans permis. Ces voitures-là sont des voitures qui sont fabriquées localement.
Voilà. Elles sont fabriquées en ce qu'on appelle un open source, c'est-à-dire un modèle ouvert. Elles sont fabriquées localement. Ce sont des voitures électriques avec des toutes petites batteries. Et évidemment, ces voitures électriques vont se charger sous les mêmes panneaux solaires que le train que vous voyez là. Voilà, d'une manière un petit peu générique, je dirais, le parti pris de ce projet-là, que j'ai démarré en 2018, et après financement de l'État, après l'appel à projet de l'État, j'ai aidé l'État à monter cet appel à projet parce qu'on était le premier projet et que la SNCF n'en voulait pas, en 2018, quand je les ai vus. On a monté l'appel à projet, il y a eu un appel à projet de 200 millions d'euros qui a été lancé. La SNCF, du coup, a trouvé que les projets étaient intéressants parce qu'elle a trouvé que la subvention elle était pas mal. Et donc, ils ont un projet qui s'appelle Drézy aujourd'hui, mais qui est sur le papier, qui est concurrent, mais qui n'a pas du tout la même philosophie. Et donc, Il ne fonctionne pas l'énergie solaire. Il n'est pas l'énergie solaire d'une part, et d'autre part, il y a un conducteur. Et évidemment, pour assurer qu'un train fonctionne en parfaite sécurité, la première chose à faire, c'est d'enlever le conducteur. Ça ne vous paraît pas forcément naturel, mais quand vous êtes dans le brouillard à 100 km/h, il vaut mieux quand même avoir une caméra thermique et un lidar pour y voir qu'un conducteur qui forcément n'y voit rien. Voilà. Philippe, une petite question avant d'inviter le public à vous interviewer, avec des réponses plus courtes. Juste une question, on a parlé tout à l'heure de stockage. Votre écotrain, il fonctionne avec des batteries, et là on voit juste en gare plein de panneaux solaires. En fait, c'est des panneaux solaires qui viennent capter l'énergie du solaire, et ensuite cette énergie, elle est stockée pour la restituer au train. Comment alors, ça marche ? il y a un phénomène. Alors, ce phénomène est vrai pour le train, il est vrai aussi pour les voitures individuelles. Le soleil brille en général plutôt en milieu de journée, et il brille pour tout le monde en même temps surtout. Donc le sujet était d'observer comment se place la mobilité. En réalité, quand vous observez la mobilité domicile-travail, c'est essentiellement dans la plage 6h du matin à 9h et dans la plage 16h à 19h. Les gens se déplacent, 80% des transports se font à ce moment-là. Ce qui veut dire que quand on met en place un système de transport en commun, comme l'écotrain, en fait, en milieu de journée, les modules sont très peu utilisés. On va avoir un module qui se déplace d'Avallon à Auxerre, mais les deux autres modules ou trois autres modules sont à l'arrêt. Donc on va profiter de ce temps-là, en gros entre 10h du matin et 16h de l'après-midi, pour se mettre à l'abri des panneaux. D'abord en été, quand le soleil chauffe, on évite de climatiser bêtement, puisqu'en fait on est à l'abri de la lumière, à l'abri du soleil, et en même temps on va charger. Ça, c'est le premier élément de réponse. Alors, c'est du stockage, mais le stockage, il est mobile et il est utile surtout. Autre élément, s'agissant d'un transport en commun, on va gérer la cyclabilité de la batterie. Ces batteries vont avoir un cycle on va avoir 3000 cycles avant de passer en deuxième vie. Et donc, tant qu'elles sont sur leur première vie, on va cycler tous les jours un cycle de charge et de décharge, de manière à optimiser le charge-décharge de la batterie, donc ne pas abîmer la batterie. Chose qu'on ne peut pas faire à titre individuel, mais quand on a un système collectif qui est récurrent, on va cycler la batterie. Donc le stockage ici, c'est un stockage qui est mobile, on n'a pas investi pour le stockage, c'est le stockage du train qui sert en fait de stockage pour le projet. Et on va stocker d'une manière à ce que le cycle de fonctionnement du train se fasse de telle sorte que le matin, quand le train va démarrer, il n'aura plus que 30% de réserve de batterie. Quand il va arriver en stockage, c'est-à-dire vers 10h du matin, il n'aura plus que 5 ou 10% de réserve de batterie. Là, il va charger, il va se mettre à 100%, il va redémarrer son cycle vers 16h quand on va avoir les cycles de retour domicile-travail pour pouvoir vider sa batterie. Voilà la logique du stockage. Donc, la mobilité a été complètement pensée en fonction du moment où le soleil produit. Alors, vous me direz, il ne produit pas tout le temps, certes. Et il y a environ, en France, dans ces latitudes, une quinzaine de jours de l'année dans lesquels il n'y a pas de soleil du tout, successif, statistiquement. Mais dans ces moments-là, on peut se charger, évidemment, la nuit, sur le réseau, en charge lente. Et toujours en charge lente. Mais c'est malheureusement quand on n'a pas de soleil. Voilà pour la réponse par rapport au stockage. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce que vous avez des questions sur l'écotrain pour nos intervenants avant qu'on enchaîne avec l'hydrogène? Alors, on a une question au premier rang, si on veut bien un petit micro. Au premier rang, juste ici. Bonjour.
Réessayons voir. On vous amène un autre micro, sinon. Bonjour, merci pour votre présentation. Grégory Dort, vice-président du département et du syndicat d'énergie. Ça fait rêver votre projet, là. Il peut être opérationnel dans combien de temps? Est-ce que c'est juste un prototype? Vous en êtes tout dans vos différentes démarches de financement? Vous l'avez essayé, fait votre projet pour le département de Lyon. Vous évoquiez les lignes Cravant, etc. Donc vous en êtes tout exactement? Alors pour Lyon, malheureusement, pas très loin, puisqu'en fait, quand j'avais vu la région en 2019, ça paraissait peut-être inaccessible, un rêve inaccessible. Actuellement, le projet est en montage, la machine est en assemblage à Tours. Elle va tourner l'an prochain, on va la faire tous les tests tout l'an prochain. Et ensuite, on a un pilote qui s'installe en Occitanie pour faire les bancs d'essai en Occitanie. J'ai un deuxième projet en Belgique parce que l'opérateur de réseau belge, lui, nous a fait un partenariat d'innovation depuis 3 ans. Et donc, on teste toutes les innovations sur le réseau belge aujourd'hui. Et puis, j'ai des partenariats aussi en Hauts-de-France, en Normandie. Voilà. Concrètement, pour que le projet soit certifié, parce qu'il va être certifié par une autorité qui n'est pas le PSF, qui est l'autorité pour les trains classiques, mais par le STRMTG, qui est l'autorité qui certifie les tramways, les métros, etc. Et pour qu'il soit certifié, on espère qu'on aura certification en 2028 pour les premiers tours de roue en France. En Belgique, c'est à peu près la même période. Voilà. Donc voilà, c'est un projet qui, pour les toutes premières lignes, pourra sortir en 2028 en France. On a aujourd'hui aussi des projets équivalents en Allemagne, en Pologne. Et très honnêtement, avec ce type de projet dont la philosophie de stockage de l'énergie a été inspirée d'une philosophie agricole qui vient de l'Afrique, en fait. Vous ne l'avez pas vu, là, il y a une part d'Afrique dans le projet. Parce qu'en fait, en Afrique, et comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils avaient des idées. Et le photovoltaïque s'est développé en Afrique dans les années 80 en faisant ce qu'on appelait du pompage au fil du soleil. C'est-à-dire, il n'y avait pas de réseau électrique. Et donc, quand il y a du soleil, on pompe. Et quand il n'y a plus de soleil, on arrête de pomper. Et ben, le projet Cotrin, c'est un peu la même philosophie. On a quand même le réseau électrique en secours. Ça nous aide beaucoup. Hein. Mais la philosophie, c'est d'essayer de tirer le meilleur parti du soleil possible. Parce que le soleil, il est gratuit. Et donc, on se cale sur le soleil. Et très clairement, une des vocations du projet, c'est de réoccuper les lignes rurales en France. Aujourd'hui, la loi a changé. Elle a changé depuis 2019. La loi LOM permet aujourd'hui aux régions de récupérer ces petites lignes, qu'elles ne soient plus gérées par l'opérateur national, parce que ça leur permet de changer le système réglementaire en un système qui est plus léger. Donc ça donne un avantage aux petites lignes côté français. Et puis il y a la loi climat maintenant de 2021 qui donne des obligations sur le zéro artificialisation nette qui vont dans la bonne direction aussi, puisqu'en fait les panneaux, vous avez bien compris qu'on allait les mettre sur des empreintes ferroviaires, et ces emprises ferroviaires, elles sont déjà artificialisées. Juste pour vous donner une idée, j'ai fait l'étude pour le département de la Creuse, une étude très complète d'urbanisme et d'installation du système. Rien que sur le département et simplement sur la ligne entre Busseau-sur-Creuse et Felletin, qui passe par Aubusson, on a 10 hectares de panneaux qu'on peut installer. Évidemment, ces panneaux, on les installe à côté des villes. Donc, on peut réutiliser le surplus d'énergie en autoconsommation collective, évidemment. C'est l'objectif, c'est de se mettre très très près des réseaux, très près des cœurs de bourg, parce qu'on sait qu'on a accès au réseau, on va accéder à la basse tension, on va écrêter notre production grâce à la consommation du train. Donc une station qui va faire 1600 mètres carrés, qui va produire 200 kW de crête, en réalité, on ne va donner au réseau que 100 kW de crête. Et on va essayer de faire le signal le plus écrasé possible pour ne pas trop solliciter le réseau. Et ça, c'est d'autant plus facile qu'on est très près d'une ville ou d'un village. Quand vous êtes situé à 1 km d'un ville ou village, c'est fichu. Vous êtes obligé de tirer un réseau. Merci pour votre question. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Philippe et nos intervenants? Sinon, on va les remercier. On a une question ici, puis ensuite on va partir sur notre dernière séquence. On va parler de l'hydrogène renouvelable. Bonjour Monsieur Bourguignon, merci. Super innovant et hâte de monter un jour dans un écotrain. Je suppose que vous y avez déjà pensé et j'aimerais avoir votre retour sur
proposer ce service au transport de marchandises? Je vois que vous êtes assez visionnaire. Oui, alors j'ai effectivement développé aussi un volet marchandises. Alors, comme mon premier écotrain, vous constaterez qu'il y a des modèles qui ont été presque copiés-collés par d'autres acteurs du marché que je ne citerai pas. La partie marchandises qui est beaucoup plus rentable que la partie voyageurs, je ne fais aucune communication dessus. Donc j'attends de déposer les brevets, j'attends qu'on ait finalisé avant de faire la com dessus, parce qu'en réalité, avec la partie marchandises, on n'est plus à l'équilibre de la ligne, on gagne l'argent sur la ligne. Et si vous voulez, quand on commence à gagner de l'argent, ça commence à attirer des... Voilà. Donc, Philippe, d'autant plus que c'est enregistré. Hein. Il y a 2 caméras qui vous filment. Hein. Ouais. Je vous le dis, hein, si vous voulez aller plus loin dans le développement. Je ne parlerai que... Même pas sous la torture sur ce sujet. C'était une très bonne question avec une réponse très courte pour le coup. Merci. Alors, on va remercier nos intervenants. Un grand merci Thomas Fraioli, Régis Le Drezen, Philippe Bourguignon. Merci beaucoup messieurs.